Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui ont été déployés sur la scène africaine de la part de l'Égypte, bien sûr, afin de renforcer les capacités de nos frères africains, nos voisins dans ce cher continent. L'Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer quelques reportages. Par exemple, l'envoyé spécial de France au sommet de l'Union européenne, l'Union africaine, confirme le rôle axial de l'Égypte en Afrique. En ce qui concerne IGEPS 2022, ici, ça assiste à un débat ministériel sur la transition énergétique en Afrique. Business Insider a dit que l'Égypte est choisi parmi les 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique. Donc, beaucoup de rapports qu'on va vous proposer durant les prochaines minutes. Commençons donc tout de suite par, bien sûr, si je puis dire, Alain Olville, l'envoyé spécial de France au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, qui a affirmé le rôle axial que joue l'Égypte en Afrique, et ce lors d'une entrevue avec Mme Soha Guindi, ministre adjointe des Affaires étrangères, directrice du département des organisations des rassemblements africains. Donc tout de suite, un reportage pour avoir plus d'explications. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à un débat ministériel sur les moyens d'élaborer une vision unifiée pour la transition énergétique en Afrique et les efforts de lutte contre le changement climatique dans le continent pour préparer la COP27. Ce débat a été tenu dans le cadre des activités de la 5e édition de la conférence et de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, IGPS 2022, prennent part au débat ministériel le ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, Gabriel Mbagba, le ministre d'État nigérien aux ressources pétrolières, Timpire Silva, la commissaire aux infrastructures, à l'énergie, au TIC et au terrorisme de la Commission de l'Union africaine, Amani Abouzeid, et le ministre du pétrole, Tarek El Molla. Donc, chers téléspectateurs, encore une fois, nous devons même vous souligner que ce que vous avez assisté il y a quelques instants, c'est bien sûr l'inauguration de IGIPS 2022. Bien sûr, le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à un débat ministériel sur les moyens d'élaborer une vision unifiée pour la transition énergétique en Afrique et les efforts de lutte contre le changement climatique dans le continent pour préparer la COP27. Justement, actuellement, nous devons vous présenter l'entrevue qui est axée sur la coordination vis-à-vis des questions liées au prochain sommet de l'Union européenne et l'Union africaine prévu à Bruxelles les 17 et les 18 février courants. Bien sûr, dans cette édition, M. Abdel Fattah al-Sisi doit assister à plusieurs questions, à plusieurs débats, et notamment que, si je peux dire, sa participation, cette fois-ci de la part de l'Égypte, est tout à fait distinguée pour beaucoup de raisons dont on va discuter dans la deuxième partie de cette édition. Mais justement, je dois vous proposer tout de suite ce reportage. Monsieur Alain Olville, envoyé spécial de la France au sommet de l'Union européenne et de l'Union africaine, a affirmé le rôle axial que joue l'Égypte en Afrique, et ce lors d'une entrevue avec Mme Soha Guindi, ministre adjointe des Affaires étrangères et directrice du département des organisations et des rassemblements africains. L'entrevue est axée sur la coordination vis-à-vis des questions liées au prochain sommet de l'Union européenne, Union africaine, prévu à Bruxelles les 17 et 18 février courants. Le responsable français a jugé importante la coordination sérieuse et continue entre les deux pays au vu de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et ce afin de faire réussir le prochain sommet et aboutir à des résultats tangibles et influents, tout en mettant en évidence les rapports distingués reliant les deux pays et le nouveau mécanisme de financement européen
qui est de nature à accélérer le rythme d'exécution des projets africains d'intérêt commun. De son côté, Mme Guindy a de même passé en revue les priorités de l'Égypte dans ce prochain sommet avec en tête les changements climatiques et l'énergie, tout en soulignant l'accueil par l'État égyptien de la prochaine COP27 et son hébergement du Centre sur la résilience au climat relevant du NEPAD. Business Insider, au site web d'information américain, a choisi l'Égypte parmi sa liste des 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique. C'est ce qu'a indiqué un rapport publié récemment par le Centre d'information de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres de l'Égypte. Pourquoi donc l'Égypte a été choisie? C'est ce qu'on va savoir ensemble pendant le prochain reportage. Le site web d'information américain Business Insider a choisi l'Égypte parmi sa liste des 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique. C'est ce qu'a indiqué un rapport publié par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres. Selon le site web américain, le taux de croissance économique de l'Égypte a augmenté de 9,8% lors du premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022, affirmant que les statistiques montrent également que l'Égypte est l'un des pays africains les plus riches en termes de produit intérieur brut PIB en 2021, vu qu'elle a le deuxième PIB le plus élevé du continent africain avec une valeur de 394 milliards de dollars. En dépit des répercussions économiques négatives de la propagation du coronavirus, le produit intérieur brut de l'Égypte a réalisé une croissance en 2021, étant donné que le pays a une économie diversifiée qui repose sur les exportations de combustibles fossiles, les activités agricoles et touristiques. C'est ce qu'a souligné le site américain, qualifiant d'idéal pour les investisseurs l'économie égyptienne. Il est à noter que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte depuis 2016 a aidé le pays à faire face aux effets de la pandémie de coronavirus et l'Égypte a pu occuper la 3e place parmi les 5 plus grandes économies arabes en 2021. Et on s'attend à ce que le produit intérieur brut égyptien passe d'environ 362 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020-2021 à l'environ 394 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021-2022. Donc, dans cette deuxième partie de notre édition, le sommet Union européenne, Union africaine, c'est notre sujet à discuter pendant les prochaines minutes avec les analyses d'un invité tout à fait distingué. Il s'agit de M. Hani Abdelaziz, c'est un analyste politique, mais aussi ex-secrétaire des Nations, aux Nations Unies. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé mardi à Bruxelles pour participer à la 6e session du sommet Union européenne, Union africaine. Prévu les 17 et les 18 février en cours au siège de l'Union européenne à Bruxelles, bien sûr. Le sommet se tiendra cette année sous le thème « L'Afrique-Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030 ». À rappeler que la première session de ce sommet s'est tenue au Caire en 2000. Donc, qu'est-ce qu'a rendu plutôt ce sommet tout à fait distingué et pourquoi la participation de l'Égypte cette fois-ci est très remarquable, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses, encore une fois, de M. Hani Abdelaziz, qui se trouve actuellement en ligne de l'INTV international. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci toujours pour vos efforts très considérables que vous déployez, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de l'Égypte. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons dire cette édition de ce sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine se trouve ou va se tenir plutôt dans des conditions tout à fait très sérieuses,
très critique si nous allons jeter la lumière, par exemple, sur le changement climatique, la crise sanitaire, la crise économique et enfin la crise de l'Ukraine. Donc j'aimerais bien écouter votre remarque en ce qui concerne ce sommet. Bien, je vous remercie pour votre intéressante introduction qui enveloppe le sujet dans ses différents aspects. Simplement ajouter que la crise, aussi des crises importantes qui menacent les pays africains et les pays européens d'ailleurs aussi, est celle du Sahel, qui s'étend du Nigeria au sud du Sahara occidental, du Maroc, de l'Algérie et du Mali. Récemment, nous avons vu le développement et les bouleversements de situation dans certains pays de la région et surtout au Mali, et la tendance européenne et française de se désister de cette région qui est cruciale en matière de sécurité pour les pays du Sahel, mais aussi pour les pays de l'Afrique du Nord, dont l'Égypte, le Liban et l'Algérie en particulier. Ouais. Donc ce sommet, tout de même, ce n'est pas le premier qui se tient entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y en a eu d'autres, mais je vais souligner aussi que notre continent, fait l'objet d'un intérêt très particulier de la part des grandes puissances du monde. Nous avons vu, je pense l'année dernière, un sommet Asie-Union africaine. Nous avons vu à Sochi, en Russie, un sommet Russie-Union africaine. Je pense qu'il va y en avoir un autre en 2023. Ce qui souligne très clairement l'importance de l'Afrique, l'Afrique convoitée pour ses ressources, il ne faut pas l'oublier, et il faut rester sur nos gardes et pouvoir nous défendre et défendre nos intérêts. Je sais que l'Égypte, et à sa tête son chef de l'État, le président ici, ont cette priorité dans l'exercice actuel de leur fonction et ont démontré qu'ils sont et qu'ils continueront à l'être, je l'espère bien, ainsi que l'exécutif égyptien, aux côtés de nos frères des autres pays africains, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, afin d'obtenir des résultats en matière, d'allègement de la dette en raison de la crise économique due au Covid, mais aussi due au commerce inéquitable, je souligne ce mot inéquitable, qu'exercent les grandes entreprises multinationales et transnationales qui n'ont pas de nationalité, comme vous le savez, et qui échappent à l'autorité des États. Et ces entreprises qui, en fait, absorbent toutes les richesses du continent à des prix très inférieurs qui ne font pas le bonheur. Donc, éventuellement, aussi, la coopération Afrique, si elle s'élève rapidement, pourrait combler une grande partie de cette exploitation que je dirais illicite et non éthique. Oui. Donc, vous avez, si je peux dire, souligné plusieurs points très essentiels. Par exemple, cette fois-ci, non seulement les pays sahélo-sahariens souffrent de l'insécurité, mais presque tout le continent souffre de l'insécurité, de l'instabilité, du manque de la sécurité sanitaire, du manque de la sécurité économique. C'est pourquoi on trouve que cette fois-ci, l'Égypte, selon les déclarations faites par l'ambassadeur Bassam Radi, le porte-parole de la présidence égyptienne, l'Égypte essaye de relancer, renforcer les moyens susceptibles de rendre les Africains ou les économies africaines plus intégrantes à l'économie mondiale. Donc, quels sont ces moyens ? Comment nous pouvons arriver à ce but et selon vous, à quel point vraiment un tel sommet qui se tient dans ce contexte mondial tout à fait troublant peut vraiment arriver à rendre les Africains satisfaits?
Bien, je commencerai par dire quelque chose qui coule de source. Bonne charité commence par soi-même. Donc, si les États africains, les 54 pays africains, peuvent augmenter, améliorer, optimiser leur coopération bilatérale et collective, nous serons en meilleure position de négociation avec ces multinationales et les grands États européens. Et asiatiques, hein, il faut être très clair aussi, parce que tout le monde convoite l'Afrique. Nous voyons les infiltrations chinoises sur le continent africain, qui achètent des terres immenses pour que ce soit le grenier de la Chine. Le Japon s'intéresse avec une petite base militaire, petite il est vrai, mais intéressante à Djibouti. Les Américains aussi, les Français aussi. L'Afrique du Sud qui est un pays africain, mais qui est, à mon avis, largement contrôlé par des capitaux étrangers, européens, australiens, néo-zélandais. Donc, je répéterai le mot, charité commence par soi-même. Travailler ensemble d'abord. Faire fonctionner les différents accords, comme le COMESA, qui fonctionne pas mal du tout, mais qui n'a pas atteint encore toute sa dimension. Et qu'il pourrait faire multiplier les échanges commerciaux entre les différents pays africains de plusieurs fois. Il y a l'IGAD aussi, qui est un peu dormante ces temps-ci à cause du conflit ou des différents éthiopiens. Mais il y a de grands projets. Il y a de grands projets qui ont commencé à être exécutés en Égypte. Je pense que cela est connu. Par exemple, la route Alexandrie-Cape Town, avec des tronçons déjà complets en Égypte, et qui devra, cette route, faciliter le commerce par transport de véhicules, éventuellement plus tard par voie ferrée, parce que cette route passera par 7 ou 8 pays, ce qui facilitera énormément les échanges et amoindrira les coûts de transport des biens venant de ces différents pays vers l'Afrique du Nord et des pays de l'Afrique du Nord, y compris l'Égypte, vers les pays d'Afrique, d'Afrique centrale et autres. Monsieur Ali Abdelaziz, à quel point vous trouvez que la crise ukrainienne jette ses ombres sur ce sommet Union européenne, Union africaine, et comment cette crise va impacter le développement, la croissance économique de notre continent africain, et ça même à la lumière de ce que vous avez bien sûr souligné, mais aussi à la lumière de ce choc entre les grandes puissances mondiales. D'abord, je ne crois pas du tout que la crise, je dirais, Europe de l'Ouest, Russie, risque de déclencher une conflagration militaire à large échelle. Il y a la dissuasion nucléaire qui joue très bien et qui continuera à jouer. Il pourrait y avoir des escarmousses d'ici ou là. Il y en a déjà dans les sous-sols marins, déjà entre les sous-marins et les navires de certains pays de l'Europe de l'Est et des États-Unis et de la Russie. Il n'y a pas eu de coup de feu, heureusement. Il y a un début de désescalade qui s'est amorcé avant-hier. Les marchés boursiers sont remontés hier dans le monde entier et remontent aussi un peu aujourd'hui. Il n'y a pas de solution définitive à la question. Je ne veux pas m'introduire dans un sujet tout de même qui est purement délicat pour l'Égypte, mais il ne faut pas oublier, et ça a été un fait reconnu par le chancelier, le nouveau chancelier allemand aujourd'hui ou hier, après sa visite à Moscou, que chaque pays a le droit de défendre ses positions et ses idées, ce qui veut dire entre autres que la Russie, son droit, c'est de ne pas avoir une menace directe sur ses frontières à partir de l'OTAN, et que aussi les pays de l'Ouest pensent que chaque pays doit disposer de ses propres décisions et de joindre l'OTAN s'il le veut. Mais il y a eu des petits pas en arrière pour désescaler la situation
Je ne pense pas que cela va affecter l'économie africaine. Les bourses africaines fonctionnent correctement. Le dollar n'a pas chuté, les devises euros et autres n'ont pas chuté. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que les médias mondiaux. Oui, dans presque une 30 secondes, il me reste presque une minute. Allez-y, oui, ce qui m'étonne, comment les grandes puissances mondiales, qui sont bien sûr pleinement frappées par la crise sanitaire, la crise économique, essayent actuellement d'arriver à un choc entre elles. Votre réponse dans presque 30 secondes. Je pense que le groupe de pays occidentaux et la Russie, chacun de son côté, ont des questions internes à régler et que cette crise est voulue et décidée éventuellement pour masquer d'autres problèmes découlant du Covid, de la chute des économies dans ces pays, les sanctions, etc. Bien sûr, l'Occident voudrait endiguer l'expansion russe dans le monde, parce que la Russie tout de même essaie de s'infiltrer, de se faire présente en Afrique du Nord aussi, sur la Méditerranée Sud aussi. Les États-Unis et l'Europe n'en veulent pas tellement, veulent endiguer. La Russie se sent encerclée par divers petits pays qui se sont joints à l'OTAN les dernières années. Mais je pense qu'en fin de journée, il y aura une solution équitable. La Russie a désamorcé une partie en retirant certaines de ses troupes qui se trouvent en Crimée. Il ne faut pas oublier que la Crimée a toujours été ottomane turque, et ensuite récupérée par la Russie, et ensuite faite comme cadeau par la Russie à M. Khrouchtchev, qui était ukrainien et ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Donc oui, il y a un historique qu'il ne faut pas oublier. La Crimée, probablement, mon humble avis, est je crois que c'était une bonne réponse à ce qui s'est passé actuellement. Donc, permettez-moi de vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.